Débat qui a le mérite de tracer quelques perspectives, si elles ne sont pas très optimistes, au moins structurantes. On enchaîne donc cet après-midi avec une deuxième table ronde sur un sujet extrêmement important, à côté duquel nous ne pouvions pas passer dans un cycle de conférences intitulé « Demain l'humain, où voulons-nous aller ?» Nous allons parler du travail cet après-midi, du salariat, de ses mutations technologiques, sociales, avec deux experts, deux intellectuels très reconnus sur ces questions. À ma droite, Dominique Méda, vous êtes philosophe et sociologue, vous enseignez la sociologie à l'Université de Dauphine. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier est, si je ne m'abuse, Une autre voie est possible, aux éditions Flammarion. À ma gauche, Pierre-Noël Giraud, vous êtes économiste, professeur d'économie à Mines ParisTech et à l'Université Paris-Dauphine aussi. Vous enseignez aussi à l'Université Ben Guerir au Maroc, l'Université Polytechnique Mohamed VI. Vous êtes aussi un spécialiste du marché du travail et des questions qui s'y rapportent. Alors, on va procéder un peu différemment pour cette deuxième table ronde, puisque Dominique Méda a publié récemment un long article pour l'Organisation internationale du travail qui essaie d'examiner trois grands scénarios, on va dire, d'évolution du travail à horizon 20 ou 30 ans. Et donc, ce qu'on va faire avec l'accord de nos deux participants, c'est que Dominique va d'abord présenter les grandes conclusions de ce travail, et ensuite Pierre-Noël fera le répondant, il réagira et proposera quelques pistes complémentaires. Donc Dominique, c'est à vous. Merci beaucoup David. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voudrais repartir finalement, je regardais dans ce document qui a été publié dans une série de documents de recherche de l'Organisation internationale du travail. Peut-être savez-vous qu'en 2019, l'Organisation internationale du travail va fêter son centenaire. Elle a été créée juste après la Première Guerre mondiale sur l'idée que la paix ne pouvait être fondée que sur la justice sociale. C'est une idée qui me paraît particulièrement moderne et particulièrement à prendre en compte aujourd'hui. Alors, mon point de départ, c'est la place du travail dans la vie des personnes aujourd'hui. On a fait un gros rapport de recherche avec toute une équipe européenne il y a quelques années, et on avait exploité toutes les enquêtes qui parlaient du rapport au travail des personnes, et on avait nous-mêmes, dans chacun de nos pays, fait une série d'entretiens. Et on a continué à maintenir cet intérêt pour cette question du rapport au travail. En gros, retenons que l'importance qui est accordée au travail est très élevée, et que les Français ont d'ailleurs sur cette question une position tout à fait particulière, puisqu'ils sont tout en haut, ils sont extrêmement nombreux à dire que le travail est très important. Ils sont beaucoup plus nombreux, par exemple, que les Danois ou que les Anglais. Et par ailleurs, autre spécificité française, l'importance accordée à l'intérêt du travail, avoir un travail intéressant. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que la France est à la proue d'un mouvement qu'on a appelé parfois post-matérialiste, c'est-à-dire de cette idée qu'on est passé au cours des siècles du travail tripalium, du travail souffrance, au travail comme support d'épanouissement et de réalisation de soi. C'est-à-dire, on attend du travail la possibilité de montrer qui on est, d'exprimer sa singularité, mais on attend aussi du travail qui laisse de la place pour d'autres domaines, d'autres valeurs, d'autres moments. Et toutes ces attentes, dites post-matérialistes, sont principalement portées par les jeunes et les femmes, mais on va dire qu'elles sont liées au niveau d'éducation. Et c'est quelque chose que l'on voit à l'œuvre dans toute l'Europe. Alors, ma question a consisté à me demander, parmi tous les scénarios en lice que nous voyons tous les jours, que nous lisons sur l'avenir du travail, lequel pourrait satisfaire ces immenses attentes qui pèsent sur le travail, immenses attentes qui aujourd'hui ne sont pas comblées, parce qu'on le sait bien, il y a un très fort taux de chômage, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays. Et puis, il y a également des questions de conditions de travail qui ne sont pas du tout excellentes. Par exemple, l'enquête de la Fondation Dublin, une enquête européenne, met en évidence une assez forte dégradation, une médiocrité des conditions de travail en France, qui avait été confirmée d'ailleurs par la grande enquête de la CFDT sur le travail, où bien que 77% des gens se déclarent très heureux au travail, il y avait 40% des ouvriers et des employés. Vous voyez déjà les différences entre une moyenne et certaines
catégorie, 40% des ouvriers et des employés déclaraient le travail dégrade. Alors, j'ai donc eu envie de considérer trois scénarios. Trois scénarios que je regarde de façon indépendante et je regarde de quelle manière ils seraient capables ou pas de satisfaire les attentes qui pèsent sur le travail. Le premier, je l'ai appelé le scénario du démantèlement du droit du travail. C'est quelque chose qui est en route depuis assez longtemps, qui est conseillé depuis les années 1990. Bien sûr, je le qualifie comme ça, mais les organisations internationales qui le soutiennent ne le qualifieraient pas ainsi. Mais c'est un scénario soutenu, par exemple, par l'OCDE depuis les années 90. L'OCDE, c'est le rassemblement, l'organisation qui rassemble les pays les plus riches du globe. Et à partir de la fin des années 80, cette organisation a dit aux pays les plus industrialisés, faites attention, si vous voulez vous adapter à la mondialisation, il va falloir que vous adaptiez vos protections, il va falloir baisser les protections, la protection sociale, mais aussi la protection de l'emploi. Et à partir de là, l'OCDE a inventé une série d'indicateurs, notamment un indicateur bien connu qui s'appelle l'indicateur de rigidité ou de rigueur de la protection de l'emploi. Vous voyez déjà dans le langage comment c'est péjoratif, hein, la rigueur ou la rigidité de la protection de l'emploi. Et donc, eh bien, des corrélations étaient mises en évidence entre le chômage et cette législation protectrice de l'emploi, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs qui entourent, en gros, la séparation. L'idée étant qu'il fallait rendre cette séparation beaucoup plus facile, pouvoir se débarrasser plus vite des personnes pour que les pays, finalement, et pour que les entreprises des différents pays puissent être beaucoup plus libres dans la compétition internationale. Alors, vous savez qu'un certain nombre de réformes ont été mises en place, des réformes qui ont suivi ces recommandations, en Espagne, en Italie, mais aussi en France. Les dernières en date, ce sont les ordonnances qui ont été présentées, ordonnances réformant une grande partie du droit du travail. Et je dirais aussi que ces recommandations ont promu et ont accompagné le développement des politiques néolibérales depuis les années 80. Qu'est-ce que ça veut dire, néolibéral? Michel Foucault nous dit de très belles choses là-dessus. C'est l'idée qu'il y a un marché autorégulateur qui va tout régler, que l'État doit intervenir juste pour organiser la concurrence et la stabilité des prix, mais qu'après, il ne doit plus s'occuper de rien et surtout pas d'organiser la redistribution ou la correction des inégalités de revenus primaires. Il me semble que la conséquence d'un tel scénario, c'est la dégradation des conditions de travail, la baisse des salaires. On a vu l'effet des réformes Schröder en Allemagne aussi. Donc, ça n'est pas un bon scénario pour le travail. C'est un scénario qui déséquilibre les rapports de force entre employeurs et salariés, cet équilibre étant quelque chose de très important dans nos sociétés. Il y a un deuxième scénario que j'appelle celui de la révolution technologique. Tout le monde en parle, vous avez vu dans tous les débats, on nous dit d'une certaine manière que c'est ce scénario qui va nous tirer d'affaire. Hein, la révolution technologique va nous sauver. Trois points la caractérisent. Premièrement, il va y avoir beaucoup de suppression d'emplois. Peut-être vous souvenez-vous de cette étude qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été extrêmement anxiogène, étude réalisée par deux chercheurs d'Oxford, Frey et Osborne, en 2013, qui nous disaient presque la moitié des emplois vont être supprimés dans les 10 années à venir aux États-Unis. Et on a saturé l'espace médiatique mondial avec cette étude. Elle a été reprise dans plein de pays, plus ou moins bien. Et elle a été donc très, très, très anxiogène. Mais on nous disait en même temps que ce n'était pas très grave parce que on allait investir dans le capital humain et puis que le travail lui-même allait considérablement changer. Le travail allait devenir collaboratif. Ça allait être très sympathique. Il n'y aurait plus de différence finalement entre le travail et la vie privée. On deviendrait tous des entrepreneurs de soi. On sortirait des vilaines organisations hiérarchiques et du salariat. Et donc, ce serait très, très sympathique. Et puis surtout, cette révolution technologique, elle nous permettrait de créer de la valeur, hein, de créer beaucoup de valeur. Et nos instruments actuels ne nous permettraient pas encore de le montrer, mais en fait, on créerait de la richesse avec cette révolution technologique. Alors, je crois que ces trois points peuvent être mis tout à fait en cause, et c'est pour ça qu'il me semble que ce n'est pas non plus le bon scénario. Premièrement, l'étude de Frey et Osborne qui disait que la moitié des emplois allaient être supprimés, elle a été extrêmement critiquée. On a montré qu'elle reposait sur de nombreuses insuffisances, de nombreuses limites. Une étude plus récente, en 2016, a montré qu'en fait, c'est seulement 9% des emplois qui seraient supprimés, mais tout de même,
50% des emplois très transformés, donc ça veut dire quand même qu'il faut tout à fait s'en occuper, mais qu'en revanche, les jolies histoires qu'on nous racontait sur le travail, eh bien, n'étaient peut-être pas si vraies que ça non plus. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe avec le travail, un certain nombre de chercheurs parlent plutôt d'occultation du travail, ce travail qu'on envoie massivement par le crowdsourcing vers l'Inde, avec des gens qui travaillent derrière leur ordinateur en étant très peu payés, une occultation du travail, une déshumanisation du travail, une plateformisation du travail, et un autre terme que j'aime beaucoup, parce qu'il montre bien ça, une tâcheronisation du travail. C'est-à-dire que le travail est prédécoupé pour être envoyé dans un certain nombre d'endroits où il sera traité. Donc une véritable déshumanisation du travail. Et puis dernier point sur ce scénario de la révolution technologique, il fait l'impasse sur une question que nos prédécesseurs ont déjà traitée un peu, c'est-à-dire sur la question écologique, la question majeure évidemment de notre époque, c'est-à-dire qu'on oublie que ce scénario est très consommateur de matière, de plus en plus consommateur de matière, et ce scénario fait également l'impasse sur la question de la croissance et le fait que nous ne pouvons pas continuer ainsi. C'est pour ça que c'est le troisième scénario qui a ma préférence. Je vous ai dit que je vous présente ces scénarios de manière séparée, mais il est tout à fait possible qu'ils arrivent ensemble avec des compositions différentes, des morceaux de l'un ou de l'autre. Mais dans sa pureté, le troisième scénario que j'ai appelé le scénario de la reconversion écologique a ma préférence, et je pense que c'est celui qui est le plus susceptible non seulement de répondre à l'urgence écologique, mais également de satisfaire les attentes qui se posent aujourd'hui sur l'emploi et sur le travail. Alors, avantage de ce scénario, donc il prend au sérieux les rapports qui se multiplient depuis des années, dernier rapport du GIEC, rapport de l'Organisation météorologique mondiale, c'est très 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 urgent. Les prédécesseurs, Paul Jorion l'a dit, c'est très urgent. Nous avons quelques années pour bifurquer radicalement. Et je ne crois pas non plus que la croissance soit la solution. Pourquoi ça y est, vous avez vu, les grands journaux commencent à en parler. L'OCDE reconnaît que le PIB n'est pas un bon indicateur. Je rappelle juste d'un petit mot, pourquoi la croissance ne peut pas nous aider et pourquoi elle occulte les choses. Peut-être vous souvenez-vous que dès les années 70, on a fait des critiques à la croissance, notamment le fameux ouvrage Limits to Growth des Meadows. Les Meadows écrivent ça en 1972, et les Meadows disent avant 2100, il y aura un effondrement de l'humanité. Effondrement, ça veut dire on n'aura plus jamais la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. C'est la qualité des conditions de vie qui va se dégrader. Et savez-vous, je reprends ce qu'a dit Paul Jorion tout à l'heure, avec quoi je suis entièrement d'accord, savez-vous qui va taper sur les Meadows et dire que les Meadows sont complètement dans l'erreur? C'est Nordhaus, c'est le prix de Suède qui vient d'être remis. Et pourquoi Nordhaus critique le modèle des Meadows? Il dit, mais ils ont pris juste des dimensions physiques et sociales, mais ils se sont absolument pas intéressés au prix. Or, si nous prenons le prix, tout va bien aller. Pourquoi? Parce que quand il y a une ressource naturelle qui s'épuise, son prix monte et alors on va en chercher une autre. Donc c'est la croyance absolue au progrès technique et à la capacité du progrès technique de nous construire un autre monde artificiel à côté de celui dans lequel nous vivons. Et pourquoi le PIB n'est pas un bon indicateur et pourquoi nous ne pouvons plus y croire? Non seulement parce que, comme vous le savez, il oublie des tas de choses, il oublie des tas d'activités absolument nécessaires à la reproduction des sociétés, bien sûr le travail domestique, le travail familial, une partie du loisir, le bénévolat, mais surtout il mélange des activités très utiles et des activités toxiques, et enfin, et ça me semble évidemment la critique essentielle, mais ça tout le monde le sait, c'est dans les manuels de terminale, et pourtant on n'en fait rien. Il ne regarde pas l'évolution des capitaux sur lesquels on puise pour fabriquer notre PIB, c'est-à-dire le capital naturel, qu'on dégrade, ou pas d'ailleurs, on pourrait ne pas le dégrader, mais on ne regarde pas les évolutions du capital naturel et du capital social dont on se sert pour fabriquer la production. Et on sait très bien, je crois qu'on commence à savoir très bien qu'on ne pourra pas, avec les taux de croissance, même bas que nous avons, arriver à atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par la COP21. D'où, je vais très vite, d'où mon scénario de la reconversion écologique, prendre au
sérieux ce qui nous est dit sur la nécessaire bifurcation de nos sociétés. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut rebâtir toute notre économie. Changer d'indicateur, c'est-à-dire cesser d'avoir les yeux braqués sur le taux de croissance du PIB, mais enserrer notre PIB ou notre taux de croissance du PIB dans deux autres sortes d'indicateurs, par exemple l'empreinte carbone, c'est-à-dire là c'est bien physique, hein, on va regarder ce que chacun rejette comme émission de gaz à effet de serre, chaque entreprise, chaque pays, et puis un indice de santé sociale qui nous permet de voir si la justice sociale est suivie dans cette entreprise de rationnement de l'empreinte carbone. Et à quoi pouvons-nous aboutir si nous y faisons attention, parce que je trouve qu'en ce moment, le plan du gouvernement montre qu'il n'a absolument pas fait attention à cette question. On ne peut pas bifurquer comme ça en faisant monter une taxe carbone sans s'occuper du reste. Il faut organiser ce que la Confédération syndicale internationale appelle une transition juste, c'est-à-dire faire en sorte que certaines personnes, les plus modestes, ou celles dont les secteurs vont fermer, parce qu'il faudra bien fermer des secteurs pour en ouvrir d'autres. Il faut faire absolument attention à ce que la question sociale et la question écologique soient tenues ensemble, travailler ensemble, sinon nous irons à la catastrophe. J'en finis sur les intérêts de mon scénario. Ce scénario, si nous faisons bien attention, peut être créateur d'emplois. Beaucoup d'études françaises et internationales montrent qu'il peut être créateur d'emplois parce qu'il y a plus d'emplois à développer dans les nouveaux secteurs des énergies renouvelables, de l'agroécologie, etc., que dans les secteurs que l'on va fermer ou réduire. Et puis peut-être que cela peut nous permettre aussi de désintensifier le travail, d'inventer de nouvelles organisations du travail, plus démocratiques. Sans doute que si les gens avaient plus leur mot à dire dans l'entreprise, peut-être qu'on produirait autrement. Et donc, ce scénario, il consiste à mettre en place plus de démocratie dans l'entreprise au niveau micro. Et je ne vous dis pas donc qu'il faut devenir décroissant, mais il ne faut pas relancer la croissance, mais relancer l'activité, faire consentir des investissements massifs dans cette transition écologique, si on le peut au niveau européen. C'est une des conclusions du livre que nous sortons avec Éric Heyer et Pascal Loquier, qui s'intitule « Une autre voie est possible ». Nous montrons que c'est vraiment en Europe que nous pouvons tous ensemble faire cette reconversion écologique. Merci Dominique pour cet exposé. Pierre-Noël, c'est à vous. Si vous voulez réagir. Merci. Merci Dominique de cette excellente position et analyse du problème. Moi, je vais me contenter de quelques remarques à la fois d'ingénieur et d'économiste, ce que je suis. Une remarque sur la révolution numérique. Faut-il avoir peur des robots? La réponse est non. 3, quel va être l'effet des robots sur l'emploi en quantité et en qualité? Je vous donnerai mon analyse. Et 4, l'effet des robots de la révolution numérique sur les relations de travail, sur lesquelles vous avez terminé. Bon. La révolution numérique apparaît comme assez différente des révolutions technologiques que nous avons connues jusqu'à présent, et qu'on peut d'ailleurs rassembler. Alors certains en comptent 2, d'autres 3. Moi, à mon avis, il n'y en a qu'une seule, parce que ce sont des révolutions technologiques qui portent sur la maîtrise de l'énergie et de la matière. Dans un EPR, il y a 6 millions de Neil Armstrong en train de pédaler en permanence. Voilà. Combien? Oui, oui. Oui. Donc on peut imaginer un système où on aurait 6 millions de cyclistes de la classe d'Armstrong, il suffirait de les nourrir avec du blé et de les fouetter. On mettra en 3-8 puisqu'ils ne peuvent pas pédaler pendant 20 ans. Non mais je veux dire, ça vous donne l'idée de l'ordre de grandeur, de la multiplication de la puissance de maîtrise de l'énergie qu'a connue l'humanité. De même, du temps des Romains, pour tenir un bloc de pierre d'1 tonne, il fallait un gros câble en lin ou un gros câble en cuir. Maintenant, vous avez un seul fil de Kevlar qui suffit. Donc, si vous voyez la diminution de la taille qu'il faut pour tenir 1 tonne, vous pouvez multiplier les exemples et vous prenez conscience de ce qu'on a maîtrisé jusqu'ici, c'est la matière et l'énergie. Et ça continue, surtout pour la matière, nanotechnologie, physique des matériaux, etc. Et la poursuite de la révolution technologique dans les matériaux est elle-même indispensable comme support à la révolution numérique.
les ordinateurs, les câbles, les fibres optiques, etc. La révolution numérique, c'est différent puisque ça porte sur les données numérisées. Ça consiste à capter, transformer ce qu'on a capté en données numérisées, traiter ces données par des algorithmes pour produire d'autres données ou pour actionner des actionneurs qui agissent sur le monde. Voilà. Dans ce domaine-là, il n'y a plus de limitation physique. Il n'y a plus de limitation physique. Les données, on peut en produire infiniment. Des gens s'inquiètent de ce que ça va coûter en énergie de les stocker. À mon avis, c'est un problème secondaire à l'échelle des transformations d'ensemble. Donc on a une autre logique, on a pratiquement plus de limites. Je ne parlerai pas ici, parce que je crois qu'il y a des programmes pour ça, de la révolution biotechnologique, ni des fantasmes transhumaniques. Mais on a vraiment affaire à quelque chose de différent, qui ne fait que commencer. Moi, je suis persuadé que ça ne fait que commencer. Même si on s'en tient aux 20 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Les ordinateurs, la loi de Moore n'est pas épuisée, mais elle va s'épuiser un jour ou l'autre. Mais à ce moment-là, on passera peut-être aux ordinateurs quantiques. On n'en a pas pour l'instant. On ne sait pas fabriquer un ordinateur quantique. Mais la capacité de transport des fibres optiques aussi. On n'est pas dans un monde d'exponentiel. Là, je parle en présence de Klein. Je veux dire, dans le monde physique, tout est fini. La notion d'infini est une notion strictement mathématique. Hein, bon. Donc tous les phénomènes que nous connaissons, on a l'impression que c'est des exponentiels et que donc ça va péter, parce que l'exponentiel face à un monde fini, ça pète toujours, mais non. En fait, ce qu'on prend pour une exponentielle, c'est une logistique. La courbe logistique, ça commence très doucement, ça monte de petit à petit, puis tout d'un coup, ça s'accélère, et puis après, ça sature. Alors quand on est dans la partie comme ça de la courbe logistique, on dit on est dans l'exponentielle, ça ne va pas pouvoir durer. Mais on oublie que ça a commencé très lentement et que ça va se terminer très lentement. Donc il va y avoir des saturations, et puis de nouveaux champs qui s'ouvrent, etc. Ça ne fait que commencer. La limite n'est plus physique. Moi, je pense que la limite, c'est le temps que nous avons d'utiliser ces innovations. Hein, il y a des millions d'applications, pour y en avoir des milliards, chacun pourrait faire son application, il y en aura toujours 20 sur votre téléphone portable et pas plus, parce que vous n'avez pas le temps d'en utiliser plus. Donc je pense qu'on a affaire à quelque chose qui va incontestablement continuer pendant 20 ans. Après 20 ans, moi, je ne fais aucune prévision technologique, parce qu'il va se passer des choses qu'on ne prévoit pas, comme on n'avait pas prévu Internet, etc., qui vont changer les choses. Mais disons, dans les 20 ans qui viennent, il ne se développera que ce qui existe déjà. Bon, à grande échelle, hein, de façon à transformer nos modes de vie. Ça va continuer et ça va transformer profondément nos manières de travailler et nos manières de consommer, d'interagir entre nous, même la politique. Même la politique. Alors, regardez ce qui se passe là en ce moment. C'est quand même assez curieux. C'est lié au numérique, cette possibilité que des gens se mobilisent sans parti, en dehors des formes traditionnelles. On pense ce qu'on veut, mais on voit bien que ça change aussi ça. Alors, et ça va continuer. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs dans le monde. Et maintenant, avec l'apparition de centaines de milliers d'ingénieurs et de chercheurs produits tous les ans par l'Inde et la Chine, quasiment le nombre de chercheurs, de gens qui s'occupent de progrès techniques dans le monde est en train d'exploser. Il n'y a pas de secret. Si le nombre de chercheurs explose, eh bien, le nombre de découvertes scientifiques va exploser aussi. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les robots. Alors, on entend parfois dire que Kasparov a été battu par un robot aux échecs. Évidemment pas. Je veux dire, Kasparov, c'est Rambo, tout seul, tout nu, il joue aux échecs avec son cerveau et ses deux mains. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas battu avec une équipe de 15 gars dont chacun est peut-être moins intelligent que lui du point de vue de la rapidité de certaines opérations mentales, mais 15 gars d'IBM plus un gros ordinateur, il bat Kasparov, c'est évident. Je veux dire, une équipe avec des outils bat toujours l'homme de la jungle, Tarzan, qui sort tout seul avec sa massue. Bon. Donc, vous voyez, l'homme n'est pas battu par une machine. Le robot aujourd'hui, y compris le robot numérique, l'algorithme le plus sophistiqué d'intelligence artificielle, c'est un outil, point, un complément de l'action de l'homme. Et les fantasmes de remplacement des robots par les hommes, de l'ordinateur qui va se mettre à penser, à se reproduire, à créer des robots tueurs, c'est des fantasmes. On va créer des robots tueurs. Il en existe déjà. Les savants se sont réunis, ont dit attention, il faut interdire la recherche sur les robots qui vont se promener dans la rue avec votre visage en mémoire, et puis quand ils vous trouvent et qu'ils vous ont reconnu, ils vous tuent.
Bon, ça existe, c'est déjà le cas. Qu'est-ce que c'est que les drones que les Américains ou les autres envoient pour aller piéger, tuer des terroristes? Bon. Donc, on a pas de, je veux dire, d'inquiétude à avoir, qu'on a, je veux dire, de nouvelles sur cette affaire. Les robots, c'est une très bonne chose parce qu'ils nous aident, tout simplement. Ils suppriment des tâches répétitives, inintéressantes. Moi, j'ai sans doute été frappé par ça. Je veux dire, mon souvenir conscient, un de mes 2 souvenirs conscients les plus anciens, c'est je vois la télévision, et journal télévisé, 53, TF1, mort de Staline. Et je vois mon père qui passe derrière qui dit « Ah, Staline est mort ». Alors tout d'un coup, je comprends que Staline, c'est important. J'avais 4 ans. Hein. Que le fait que la télévision m'annonce ça dans le monde entier, c'est quelque chose de nouveau. Puis la deuxième chose, c'est qu'après, je prends le métro et je vois quelqu'un qui poinçonne les tickets de métro. Bon, il y avait des gens qui poinçonnaient les tickets de métro. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on condamne un homme à faire ça, quoi. Une machine peut le faire, alors pourquoi? Il doit s'emmerder en plus, le type. Donc là, le robot, vive les robots. Et j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi bête dans la dernière campagne présidentielle qu'un candidat prônait la taxation des robots. Hein, mais pourquoi pas la taxation du marteau? C'est évident que c'est beaucoup plus facile d'enfoncer un clou avec un marteau qu'à la main. Alors donc, si on veut que tout le monde enfonce les clous à la main pour créer de l'emploi, ben on taxe les marteaux. Voilà, c'est à peu près le raisonnement qu'on fait quand on dit qu'on veut taxer les robots. Bon. Troisièmement, l'effet de tout ça sur l'emploi. Bon, vieille question. Est-ce que la machine chasse l'homme? Donc, est-ce que la machine crée du chômage? Bon, vieille question. La question, c'est de savoir, comme toujours, est-ce que cette fois, c'est différent? Voilà. C'est une question qu'on se pose quand il y a une crise financière. Cette fois, ça va être différent. Cette fois, les marchés vont s'équilibrer, etc. This time is different. Je ne sais pas. Et je pense qu'on ne sait pas. Globalement, quels vont être les effets de la robotisation dans tous les domaines sur le volume d'emploi? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire, parce que ça ne dépend pas que de la technique. De très loin. Ça dépend de l'évolution des relations de travail, de toute la politique économique. Est-ce qu'on partage ou pas le travail? Quel travail on partage? Quel travail on ne partage pas? Tout ce qu'on peut faire, c'est être attentif aux évolutions et chercher des solutions s'il apparaît que, par exemple, ça crée beaucoup de chômage. On pense, en revanche, ça va avoir un effet qualitatif sur... Alors là, je suis assez d'accord avec l'étude d'Oxford, sur tous les travaux, sur pratiquement tout. Ça va transformer tous les métiers. Mais dans un sens que je trouve globalement positif. Sauf un point qui me paraît négligé, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de travail qui va consister à surveiller des machines. Or, c'est très emmerdant. C'est comme poinçonner le ticket de métro. Hein. Vous voyez, quand vous êtes un conducteur de centrale nucléaire, ça existe depuis 40 ans, et que vous êtes tout votre temps de travail à simplement ne rien faire, que vous êtes là uniquement au cas où, et ça ne se produira pas, ben, c'est pas un métier, c'est un métier qualifié. Donc dans la courbe, on voit que les qualifications intermédiaires robotisables diminuent, et puis les métiers non robotisables montent, et les métiers high-tech montent. Il y a là des métiers high-tech, parce que n'importe qui ne surveille pas une centrale nucléaire, mais d'un ennui térébrant, qui pose de véritables problèmes, ne serait-ce que comment on fait pour ne pas s'endormir dans ces cas-là. Voilà. Donc je pense que je suis beaucoup moins optimiste sur la question de la qualité du travail avec la robotisation. Après avoir dit le robot c'est bien, ça libère l'homme, surveiller les robots, il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Et pourtant, il faudra le faire. Alors, le dernier point... Alors, quand je dis on ne sait pas sur la quantité, reste toujours quand même la solution historique, hein, qui a été la diminution du temps de travail, tout simplement. Alors, je pense, je viendrai en dernier point, qu'on ne peut pas la proposer de façon uniforme. Hein, j'y reviendrai. Mais enfin, ne perdons quand même jamais de vue que la robotisation, normalement, permet d'alléger les tâches et de réduire le temps de travail pour obtenir le même niveau de satisfaction. Je parle comme un économiste. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas être contre. Alors, enfin, sur les relations de travail. Juste un point là encore. Chaque fois que je prends Uber à Paris, je fais du syndicalisme. Je discute avec le type, je lui dis, mais attendez, je ne comprends pas un truc là.
Uber vous prend 25% sur le prix de la course et Taxify 15%. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un compte Facebook, comme on fait les Gilets jaunes, je disais ça avant, hein, de rassembler 200 chauffeurs Uber et de faire une offre groupée de 200 chauffeurs en mettant en compétition Uber et Taxify sur ceux qui vous prennent, le tarif et ce qui vous prennent. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ben, figurez-vous que l'idée commence à faire son chemin chez les taxis parisiens, grâce à vous. Chauffeurs de Uber, grâce à moi, oui. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les types disent mais oui. Donc je pense que les relations de travail vont être, pas autant qu'on dit, bouleversées par la robotisation et le numérique. Tout le monde rappelle qu'aujourd'hui en France, 95% d'emplois en CDI et que les gens qui enchaînent les CDD, ça correspond à 2% de la masse salariale et 1% de l'emploi seulement. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train de détruire le modèle ancien massivement. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Néanmoins, on va quand même dans le sens de progrès technique exige plus de mobilité. Mobilité exige probablement plus de flexibilité dans les statuts, au moins certains. Mais ça doit être compensé par une sécurité dont je pense que le numérique lui-même peut donner lieu à des formes de relations sociales du côté des salariés nouvelles et qui rééquilibrent les choses dans la relation de travail. Voilà. Sur ce point-là. Mais comme j'ai entendu avec grand intérêt le débat précédent, alors là, de façon télégraphique, je vais me permettre de faire quelques remarques. La tension écologique. L'homme en train de détruire la planète. Bon. La population mondiale va plafonner autour de 11 milliards. Ensuite, elle va décroître. Ce que personne ne dit, enfin, j'entends pas. Vous me direz, c'est dans un siècle. Après, elle va décroître. Donc, la décroissance, c'est un débat aujourd'hui, mais la décroissance de la population humaine va devenir une réalité massive. 80 millions d'Allemands aujourd'hui, taux de fertilité des femmes en Allemagne, 1,4. S'il n'y a pas d'immigration, il y a combien d'Allemands en 2120 20 millions. Voilà, 20 millions. Donc, sans immigration, l'Allemagne en 2120, c'est 1 million. Le Japon, c'est 20 millions. Au lieu de 80 aujourd'hui. Le Japon, ça s'effondre. La Chine, ils sont à 1,3 enfants par femme. C'est fini. La Chine, c'est fini. Grande puissance, tout ce que vous voudrez. Mais de 1 milliard, elle va à 1 milliard 350, elle va redescendre à 1 milliard. C'est-à-dire pas plus que nous. Quand je dis nous, c'est le monde occidental, Europe, Amérique du Nord. La population mondiale va décroître. Bon. Donc la tension et dans un siècle et demi, on aura un siècle et demi de progrès technique en plus. Inimaginable. Simplement inimaginable. Donc reportez-vous à ce moment-là, il n'y a plus de problème malthusien de rapport à la nature. À cet horizon-là, on a juste un siècle très difficile devant nous. Voilà. J'ai dit que je serais provoquant. Le capitalisme. Moi, je ne comprends pas ce que c'est que le capitalisme. Par contre, je vois qu'il y a des capitalismes. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé du capitalisme libéral qui s'est déchaîné à partir, en effet, du tournant des années 80 avec Thatcher, Reagan, etc. Tournant, c'est terminé, maintenant on passe dans une autre phase. Donc déjà, à l'intérieur même des capitalismes occidentaux, il y a des phases, il y a des époques. Les 30 Glorieuses, ce n'était pas la phase libérale, etc., etc. Puis il y a le capitalisme chinois. Tout le monde a dit c'est du capitalisme, mais chinois. Bon. Donc, moi, je ne crois pas que l'horizon soit la fin du capitalisme. Par contre, la réalité, c'est de nouveau, comme le disait Michel Albert il n'y a pas très longtemps, capitalisme contre capitalisme. Et on est entré dans une phase, avec la fin de l'hégémonie américaine et du capitalisme américain libéral, de lutte entre les modèles capitalistes, toujours capitalistes. Et la question, c'est de savoir qui va l'emporter. Ce n'est pas la fin ou pas du capitalisme, à mon avis. Pardonnez-moi, Paul Jorion, mais je pense qu'on ne va pas y échapper au capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas échapper à l'État. Enfin, je ne veux pas développer longuement ici, mais je pense que ce qui dit État dit propriété privée, qui dit propriété. En revanche, on doit pouvoir, je reste à ce point de vue-là réformiste, profondément transformer les capitalismes actuels. Et si on veut voir à quel point un capitalisme est malléable, on n'a qu'à comparer notre capitalisme et le capitalisme chinois. Voilà. Et on verra que sur toute une série de questions, ils ont des avantages et des inconvénients, mais ils sont différents. Donc, plutôt capitalisme contre capitalisme que interrogation sur la fin du capitalisme. La guerre mondiale.
Bon, alors évidemment, on en revient à Thucydide. Thucydide a dit, en expliquant pourquoi la guerre du Péloponnèse, c'est que Sparte dominait et Athènes montait, et que quand il y a une puissance dominante qui se voit concurrencée par une autre puissance qui lui passe devant, ça déclenche la guerre. Moi, je pense que ça ne se passera pas entre la Chine et les États-Unis, et bien sûr pas entre la Chine et la Russie. La Russie, c'est juste un émirat pétrolier qui roule les muscles, mais la Russie, c'est un émirat pétrolier. C'est zéro sur le plan technologique et économique dans le monde actuel. Bon. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y aura une guerre mondiale. L'imbrication des économies aujourd'hui, même avec la singularité chinoise, est telle que faites confiance aux firmes globales pour tempérer, y compris les ardeurs mercantilistes des États aujourd'hui, et évidemment pour éviter une guerre mondiale. Par contre, on va avoir la guerre partout ailleurs, en Afrique, au Moyen-Orient, des guerres sévères, des guerres meurtrières, des guerres laboratoires de tous les fabricants d'armes, des guerres dans lesquelles s'engageront tous les jeunes gens qui diront viva la muerte, etc., etc. Ça oui, la guerre ne va pas disparaître, mais je la vois là où elle est. Bon. Et enfin, dernier point, encore un point, la croissance. Rien ne me fascine plus, je vais faire un pamphlet sur la question, que le débat actuel sur la croissance. Il s'agit quand même de gens, les économistes, qui sont habitués au quantitatif. C'est-à-dire que quand ils parlent de la croissance, ici il s'agit de savoir si elle ralentit, si c'est fini, il faut savoir la mesurer. On ne peut plus mesurer la croissance. Je finis. Voilà, ça c'est un iPhone numéro N, je crois, 8. Bon, j'ai acheté un 7 avant, le même prix. Quelle est la différence entre les deux? De 16 à 32 mégabits de mémoire. Et comment je mesure ça? C'est le même prix. C'est un smartphone au même prix. Il n'y a pas de croissance normalement. Mais si, il y a une croissance qualitative. Et tout est comme ça maintenant. Et c'est impossible à mesurer. Donc on vous parle, quand on vous parle de croissance du PIB, on vous parle de quelque chose que nous ne savons pas mesurer. Alors c'est sans doute bon. Mais on ne vous ment même pas. On vous dit n'importe quoi. La croissance du PIB en monnaie courante, le PIB, il ne faut pas abandonner le PIB. Le PIB, c'est un indicateur formidablement intéressant. Le PIB, c'est la feuille de paye d'un pays. Le PIB, c'est tout ce que les gens ont reçu comme revenu. La somme des revenus, c'est le PIB. C'est très intéressant de savoir qui a reçu quoi. Gardons le PIB. Mais simplement, on ne demande pas au PIB de mesurer même la croissance en volume, encore moins le bien-être, et bien évidemment pas le bonheur. Mais c'est une affaire réglée pour moi, ça, depuis longtemps. Donc quand on discute de la croissance, on parle en fait d'autre chose. On parle d'écologie, on en a abondamment parlé ici, on parle d'inégalité, on parle de chômage, on parle de rattrapage, les pays pauvres veulent rattraper les pays, tout ça c'est des inégalités avec les générations futures. Entre nous, ce n'est pas des problèmes de croissance. Donc je vous en supplie, oublions la croissance. Ce n'est pas qu'il faut passer à la décroissance, il faut oublier le concept même. Voilà. Et enfin, l'Afrique, je suis quand même très frappé. Oui, je suis quand même très frappé de ce que jusqu'à présent, on a parlé des défis du monde et personne, sauf Dominique, mais de façon marginale, a prononcé le mot Afrique. Mais attendez, c'est de l'autre côté là. C'est là que ça se passe, c'est pas la Chine. 2,5 milliards d'habitants en 2050, 2,5, l'Afrique. 4,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire près de la moitié de la population mondiale en 2100, et on parle d'autre chose. Et ça se passe dans un continent qui est crucifié sur une croix de guerre. La barre horizontale va de la Mauritanie à la Somalie, la barre verticale va de la Libye au cœur du Congo, et on s'attend à ce que ça se développe de manière soutenable pour nourrir 2,5 milliards d'habitants demain matin, parce que 2100 c'est demain matin, et 4,5 après, et personne ne parle de ça. Des débats sur l'avenir du monde, et le mot Afrique n'est pas prononcé. C'est pas possible. Voilà. Merci. Je suis vraiment désolé, mes amis. Les Gilets jaunes nous obligent à avoir des décisions drastiques. Donc, Pierre-Noël, Dominique, Nicolas et Jean-Pierre Dupuis, je vous demande de sortir de la salle. Les taxis vous emmènent, autrement vous raterez votre avion.